Salut Bertrand, merci d'accepter d'être sur la chaîne YouTube. C'est un vrai plaisir de te recevoir sur la chaîne parce que je suis ton blog et maintenant ta chaîne YouTube depuis un certain temps. C'est toi qui m'as vraiment donné envie d'investir en bourse. Donc c'est un vrai plaisir que tu sois sur la chaîne YouTube. Je vais parler d'une histoire par la suite, moi qui m'a vraiment inspiré. On en parlera par la suite. Mais dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. D'accord. Merci Johan. Écoute, je m'appelle Bertrand j'ai une chaîne YouTube et un site qui s'appelle revenusdividendes.com. Ouais, je mettrai le lien. Voilà. L'idée en fait de cette chaîne et de ce blog, en fait, c'est d'expliquer aux gens qu'en fait, on peut vivre de la bourse et permettre d'avoir une autre vision de la bourse qui n'est pas forcément que de faire des plus-values, mais aussi et surtout d'avoir des revenus. Donc D'accord. concrètement, comme le nom l'indique, revenus et dividendes, c'est basé sur des revenus de dividendes, mais tout en ayant quand même la perspective d'avoir une plus-value boursière pour profiter en fait de la performance de la bourse. D'accord, ok. Moi, il y a quelque chose on en parlait juste avant en off, qui m'a vraiment inspiré et qui a désacralisé la bourse. Parce que pour moi, la bourse, c'était d'investir des millions d'euros pour gagner enfin, gagner un peu d'argent et c'était ultra risqué. Enfin, j'avais pas compris que c'était vraiment entre guillemets simple. Bon, on va le voir. C'est pas ultra simple, mais je veux dire, c'est à la portée de tous. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et en fait, il y a une histoire. Est-ce que tu peux nous parler de comment t'en es venu à investir en bourse et notamment l'histoire sur ta résidence principale que moi je trouve vraiment très intéressante. Oui, alors après, je ne conseille pas forcément à tout le monde de faire ça, mais oui, effectivement, en fait, moi, pour vivre de mes revenus, en fait, j'ai vendu ma résidence principale et j'ai tout investi en bourse. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis locataire. Mais en fait, l'histoire, c'est que c'était en 2012 et en fait, euh, j'avais créé une société et en 2012, ben, j'ai arrêté de cette société parce que ça marchait plus trop. D'accord. Et donc, j'étais plus ou moins sans salaire, sans revenu, etc. Sachant que quand tu es chef d'entreprise, le RSA, tu peux pas l'avoir. Donc, je suis allé voir le RSA d'ailleurs, ils m'ont dit, oh bah non, vous êtes chef d'entreprise, revenez dans 2 ans, on verra si vous avez vraiment pas d'argent. Oui, mais c'est dans 2 ans, je serai peut-être à la rue. Donc voilà, j'avais 42 ans à l'époque et je me suis dit, mais comment je vais vivre, quoi? C'est vraiment impossible. Alors, 42 ans, quand tu as été chef d'entreprise, non seulement donc pour le marché du travail, retrouver un travail comme salarié, je me suis vite aperçu que Ouais. c'était une galère absolue. C'est-à-dire que à la fois, tu es un senior, donc tu as deux désavantages, si je puis Pas dire. encore, mais bon. Ah si, sur le marché du travail, au-dessus de 40 ans, tu es un senior. Donc voilà, tu as deux désavantages. Un, tu es un senior. Et deux, tu as été chef d'entreprise. Donc, si tu veux, personne va te dire, te prendre en te disant, bah ouais, vas-y, reprends ma place, etc. Parce que, bon, voilà, quand tu as été chef d'entreprise, tu as Ouais. quand même plutôt une vision globale de la société. Donc, je me suis dit, mais comment je vais faire, quoi? Pas trouver de travail, pas être salarié. Donc, comment je vais faire pour vivre? Et clairement, je me suis dit, ben, il faut que je me trouve des revenus passifs. Donc, en fait, que je retrouve des D'accord. revenus complémentaires pour vivre sans avoir besoin d'un patron, de l'État, puisque l'État, je voyais bien que je ne pouvais pas en tirer quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, mais il faut vraiment trouver une solution. Donc voilà. Alors, la plupart des gens ont comme solution l'immobilier. Voilà. Donc, moi, j'avais pas de capital, en fait. Euh, D'accord. et donc, et en plus, j'avais pas de capacité d'emprunt parce que quand tu es au chômage, que tu n'as plus d'argent, machin, voilà. Et en plus, l'immobilier, c'est pas un truc qui me plaît particulièrement. Je trouve ça compliqué en termes administratifs, etc. Donc voilà. Donc j'étais un peu en déprime, il faut le dire. Euh, D'accord. Elle me dit, mais je vais être à la rue dans quelques temps. Alors en plus, j'avais mes enfants, je venais de divorcer, etc. Donc c'était vraiment Ouais. voilà, tu te dis, voilà, mais comment tu vas t'en sortir? Et peut-être que si j'ai un message à dire aux gens, c'est qu'il y a toujours une solution. Voilà. Euh, et, euh, et là, en fait, j'ai commencé à regarder.
Et en fait, en 2012, j'ai entendu une émission de radio, ou plutôt un commentaire dans une émission de radio. En 2012, on était à l'époque où, en fait, la presse s'émouvait, si je puis dire, des hauts niveaux de salaire des présidents, des PDG du CAC 40. Ah Et, oui, un peu et à l'époque, comme tout le temps. ouais, comme tout le temps, ouais, tout à fait. Mais à l'époque, c'était un gouvernement socialiste et c'était François Hollande. Donc lui, il a dit, bah oui, c'est pas normal, etc. Donc on va taxer les hauts salaires. Donc c'est là où il a fait sa taxe sur les hauts salaires à 75%, je crois. 75%, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Donc, et dans ce flot de discussion, j'entends à la radio un mec qui s'appelle Jean-Louis Beffin, qui était l'ancien PDG de Saint-Gobain. Et lui, il disait, c'est scandaleux, les patrons se payent trop. Moi, par exemple, aujourd'hui, je vis grâce à mes dividendes de Saint-Gobain. Et alors là, ça m'a fait tilt, quoi. Alors, le mec, il a des millions d'actions, donc il vit à des niveaux excessifs, quoi. Enfin, très élevés. Et je me suis dit, mais ah ouais, mais donc si lui il vit de ses dividendes, pourquoi est-ce que moi je peux pas faire la même chose? D'accord. Voilà, donc c'était alors la bourse je connaissais, mais pas trop. Moi, je viens pas de la bourse, je suis pas de ce milieu-là au départ. Et après, donc je me suis renseigné et rapidement, en fait, je suis arrivé sur des sites américains. Ok. Voilà, et il y a peu de choses en France sur le sujet, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, je me suis aperçu, j'ai découvert des sites américains, alors là, il y en a plein aux États-Unis, qui t'expliquent comment vivre de la bourse. Voilà. Et alors, en fait, les Américains, ils utilisent ça pour en fait, préparer leur retraite essentiellement, mais aussi pour vivre. En fait, il faut voir qu'il y a beaucoup d'Américains qui Ouais. utilisent la bourse, les dividendes, comme un revenu complémentaire, en fait, pour vivre. Bah, Euh, juste, je me permets de te couper là-dessus, parce que je regardais un peu des études et tout, et effectivement, je me rappelle plus des pourcentages, mais aux États-Unis, la bourse, et c'est pour ça que justement, quand la bourse chute, l'économie des États-Unis, elle est très mal, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent des dividendes aux États-Unis. Et c'est quelque chose de normal, en fait, aux États-Unis, d'avoir des actions beaucoup plus que chez nous, qu'en France, quoi. Donc, là-bas, c'est vrai que ça a une part importante. Oui, aux États-Unis, il y a à peu près 50% des Américains qui ont des actions en bourse. C'est énorme. Alors qu'en France, on est je crois que le dernier chiffre, c'est 1 million de personnes, donc 1 million sur 60 millions, tu vois, c'est pas grand-chose. Oui, oui, ça fait partie, en fait, de l'enrichissement des Américains. En fait, les Américains ont de l'immobilier, mais ils ont aussi beaucoup d'actions en bourse. Et voilà. Et d'ailleurs, ça explique ce qui s'est passé l'année dernière par rapport aux dividendes. Peut-être on y reviendra, mais il y a un environnement qui est clairement plus propice à l'actionnaire aux États-Unis. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je recommande essentiellement d'investir aux États-Unis dans les dividendes. Il y a, Ouais. il y a des opportunités très intéressantes. Et donc voilà, donc en 2012, j'ai entendu ça, je me dis mais ouais, il faut que je regarde ça, etc. Et bon, pendant 6 mois, j'ai regardé, etc. Mais le problème, c'est que j'avais pas de capital, comme tout le monde. Oui, mais moi, j'ai pas d'argent. J'avais pas Ouais. d'argent en fait. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, mais si, le seul truc que j'ai, c'est ma résidence principale. Donc, soit je veux vivre de ça, soit je veux pas vivre de ça. Et ce qui se passe donc à l'époque, c'est que j'ai pris la grosse décision de faire all-in sur la bourse. J'ai vendu l'appartement et j'ai tout investi en bourse pour justement me générer des revenus. Alors clairement, ça c'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai pas été rentier du jour au lendemain, si je puis dire. Ça m'a pris quelques temps. Au début, j'ai fait plein d'erreurs. Voilà, j'ai même mes revenus qui ont baissé, etc. Puis après, j'ai quand même commencé petit à petit à regarder mes erreurs, à améliorer la méthode, à prendre des formations, lire des livres, etc. Et puis maintenant, mes revenus augmentent chaque année et ils ont augmenté. Et en 2016, ça m'a permis en fait de vivre à 100% de mes revenus de dividendes. Ok. Donc, en 2012, tu fais all-in, tu fais tapis et tu mets tout dans la bourse. Déjà, je trouve ça vraiment, enfin, c'est courageux parce que tu aurais dit ça à n'importe qui te dit, attends, tu vends ta résidence principale, qui était quasiment payée, si j'ai bien compris, hop, c'est Ouais. ça. Tu vends ta résidence principale, tu mets tout en bourse, mais t'es fou, quoi, en gros.
t'es fou, pourquoi tu fais ça? Et bah 4 ans après, ça s'est validé puisque bah t'étais entre guillemets, enfin t'étais rentier en fait, tu vivais pleinement de tes actions à dividendes. Donc pourquoi ça t'a mis 4 ans? Parce que t'as mis en plus d'argent ou parce que comme t'as fait des erreurs et c'est par rapport aux erreurs et quelles erreurs t'as faites? D'accord. En fait, pourquoi j'ai mis 4 ans? Parce que en fait, quand tu investis dans les dividendes, tu as des revenus croissants. D'accord? Et au départ, j'avais pas assez, entre guillemets, la mécanique n'avait pas assez eu de temps pour prendre et pour me permettre de vivre de mes dividendes. Donc, en fait, tout l'idée, c'est d'investir sur des sociétés qui ont des dividendes sûrs, mais aussi en croissance. Donc, en fait, tu as une courbe en exponentielle en fait, des revenus. Et plus le temps va, plus tu as des revenus importants et en croissance. Aujourd'hui, par rapport à mon investissement initial, j'ai un rendement de 13% sur mes revenus, mon portefeuille. Mais ça, c'était pas ce que j'avais au début. Donc, ça a pris 10 ans. Tu vois, donc, D'accord. ça prend du temps. Donc c'est pour ça que ce que je dis, c'est que devenir rentier, ça prend du temps. Voilà, c'est pas non plus, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut être Ah, rentier. Puis après, ça dépend du montant que tu investis, etc. Donc voilà. c'est une certitude. Après, 4 ans, je trouve pas ça non plus très long dans une vie. Je, je veux dire, c'est un 4 ans, et puis voilà, comme tu dis, entre guillemets, t'étais dans l'obligation, entre guillemets, de trouver une autre source de revenus, et t'as tout misé là-dessus. C'était, entre guillemets, risqué, mais ça a payé. Et de toute façon, il n'y a pas faut prendre des risques dans la vie, hein, sinon on n'obtient rien. Donc, je trouve ça super intéressant. Ok, donc en 2016, pardon, donc tu Fin gagnais, 2016. Ouais. ok, tu gagnais à peu près combien par mois avec tes dividendes? Ah, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je gagne à peu près 3 300 euros par mois. Enfin, je connais exactement 3 300 euros par mois. En 2016, je devais être à 2 800, un truc comme ça. Donc chaque année ça augmente un petit peu, donc voilà. Donc c'était juste suffisant pour me permettre de vivre. Mais après aussi la notion de devenir rentier, ça dépend du montant dont tu as besoin, etc. Oui, Euh, bien sûr. voilà. Et puis, ça dépend du capital que tu mets. Mais c'est pour ça que je dis, en fait, tout le monde peut devenir rentier. Quand tu sais que le montant moyen de patrimoine immobilier des Français, ça doit être 250 000 euros. Si tous les Français faisaient ça, ils pourraient vivre de leurs dividendes. Mais après, c'est un choix personnel. Tu vois, moi l'immobilier, j'ai pas d'attache particulière en l'immobilier, etc. La contrepartie, c'est qu'à côté, oui, j'ai un loyer, mais bon, voilà, j'ai pris un loyer plutôt faible, etc. Donc voilà, puis si jamais mes revenus augmentent, je pourrais d'ailleurs aussi changer de logement et prendre un loyer peut-être plus élevé, etc. Donc je trouve ça très flexible et facile. Après, quand tu dis c'est risqué, je ne considère pas que ça soit risqué. Voilà, Non, je ne considère pas que la bourse soit risquée. quand je dis risqué, c'est dans le sens où si tu le fais sans te former, tu peux risquer ton capital. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un capital qui est garanti, il faut le préciser. Mais effectivement, si tu le fais bien et si tu revends pas, parce que c'est à la revente seulement que tu peux perdre ou gagner de l'argent, si tu investis de l'argent sur du long terme et que si tu as bien choisi tes actions en amont, tu es entre guillemets toujours gagnant. Mais si quelqu'un qui se lance comme ça demain, qui voit cette vidéo et qui dit, OK, moi j'ai 300 000, je les mets comme ça, dans 3 sociétés, par exemple, déjà, il truque son risque est très centralisé sur 3 sociétés. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses qu'il faut quand même préciser. Maintenant, oui, moi, je considère pas que c'est risqué, mais n'importe qui à qui tu vas parler de ça, il va dire, oh là là, la bourse, c'est super risqué. Voilà, d'ailleurs, c'est ma prochaine question. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que la bourse est risquée? Ah bah, ce que je dis, c'est très simple, c'est que ça dépend de ce qu'on appelle risque. C'est-à-dire que effectivement, il y a des variations. D'accord? C'est-à-dire que la bourse est très volatile. Les financiers appellent ça volatile. Mais en fait, moi j'avais quand même bien étudié le truc. Tu vois, j'avais étudié en particulier la crise de 2000 et 2008. J'avais fait des simulations, etc., des backtests qu'on appelle. Donc j'avais tout regardé en détail et j'avais vu que même dans ces situations-là, en fait, les revenus de dividendes baissaient pas. Enfin, si on choisit les bonnes actions, etc. Donc voilà. Alors,
qu'est-ce que j'appelle risqué? Pourquoi je dis que c'est pas risqué? Bah parce que en fait, il y a des statistiques très simples. C'est que D'accord. sur en fait, qu'est-ce qu'on il faut évaluer? C'est la probabilité que quel que soit le moment où tu investis, dans les 10 ans suivants, est-ce que tu vas avoir une baisse ou pas de ton capital sur la bourse? Eh bien, les statistiques sont très simples, elles sont même extraordinaires. C'est-à-dire que, en particulier aux États-Unis, un peu moins en France, eh bien, quel que soit le moment où tu investis, 10 ans après, tu as 100% de sûr d'avoir un gain, en fait. Et le gain moyen, il est de 7% par an. Donc, en fait, il n'y a pas de risque, en fait. C'est-à-dire que moi, on peut me dire que la bourse est risquée. Oui, sauf que non. Dans la réalité, je peux assurer de manière très claire. Et ça, c'est des stats qui datent alors, sur le marché américain depuis le 1864, quoi, tu vois. Ouais. N'importe quelle période de 10 ans, n'importe quelle, mais même, eh bien, même au pire moment, hein, c'est-à-dire en 2000, etc., 10 ans après, en termes de probabilité, de statistiques, d'historique, tu n'as jamais eu une perte de valeur de ton portefeuille. D'accord. Alors, inflation, bon, ok, dans un cadre un peu particulier, mais statistiquement, donc c'est pour ça que je dis la bourse n'est pas risquée, parce que concrètement, les études ont montré, et d'ailleurs peu de gens mettent en valeur ces études, que tu n'as aucune chance de perdre, historiquement, en termes de probabilité. Bah, moi, c'est ce que j'ai regardé, notamment sur les actions américaines, parce qu'il y a un plus grand historique. Et quand on voit la courbe du SP 500 sur plusieurs, on voit qu'il y a, malgré les crises, on voit que la courbe ne fait qu'augmenter. Donc, bah, ça justifie parce que c'est les plus grosses entreprises américaines. Les entreprises américaines, c'est les plus grosses entreprises du monde au final, globalement et qui ne font que croître parce que bah, des entreprises, par exemple, comme Coca ou d'autres, elles ont des millions de marques, en fait. Enfin, elles ont Ah un ouais. portefeuille. Moi, j'adore investir dans ce genre de société-là parce que je me dis, elles ont tellement minimisé le risque d'être dépendantes d'une marque. Par exemple, Coca, demain, les gens ne veulent plus acheter de soda, c'est pas grave. Ils vendent du thé, ils vendent de l'eau, ils vendent tout. Et ça, j'aime bien comme Colgate, comme d'autres sociétés. Juste pour en revenir, parce que tu parlais justement de un peu cette comparaison entre l'immobilier et la bourse. Moi, ayant deux colocations en détention, euh, je peux confirmer que vraiment, entre l'immobilier et la bourse, il n'y a pas photo. Dans le sens où l'immobilier, même si tu fais déléguer par une agence, tu as le côté, comment dire, le côté stress au niveau mental que ça peut engendrer entre bah, quand il y a eu la crise du Covid, où par exemple, bah, là, on a perdu bah, sur 8 colocataires, on en a perdu 4. Oui. Donc là, bah forcément, tu prends un coup, même si après, par la suite, on a trouvé d'autres moyens de relouer, etc. Mais c'est du stress, c'est beaucoup, beaucoup de stress. Il faut rénover les logements. Voilà, il y a plein de choses à faire. Alors que quand tu achètes une action en bourse, tu l'achètes, demain tu veux la revendre, tu la revends. Bah, va revendre ton appartement, tu peux pas le faire en 2 secondes comme ça. Enfin, la tranquillité qu'offre la bourse, elle est beaucoup plus importante. Après, je pense que le français aime plus l'immobilier parce que c'est palpable. Voilà, c'est des murs, on le touche, on le voit visuellement et c'est intéressant. Après, je dis pas qu'il faut pas faire d'immobilier, mais il y a d'autres façons de faire de l'immobilier, comme par exemple tout ce qui est SCPI, ce genre de choses qui peuvent être très intéressantes. Mais voilà, je voulais préciser parce que moi, justement, je suis dans une optique de, OK, tout ce que je gagne en immobilier, je le mets de côté et ça va me servir à placer en bourse. Voilà, pour avoir un gros capital pour pouvoir en vivre. Tout à fait. Alors, le gros inconvénient de la bourse et le gros avantage de l'immobilier, et c'est pour ça que moi, je ne conseille pas forcément que de faire de la bourse, c'est que le gros inconvénient de la bourse, c'est que tu ne peux pas emprunter, en fait. Ouais, Alors, c'est pas tout à fait vrai, je suis en train de voir justement des solutions, etc. Mais globalement, tu ne peux pas emprunter. Donc, le gros intérêt de l'immobilier, en gros, c'est d'investir avec l'argent des autres. oui, Donc, c'est pour ça que moi, je conseille à Amy de le faire quand on est jeune, etc., et quand on a une capacité d'emprunt, parce qu'en fait, ça te permet de générer un capital gratuitement, on va dire, globalement. Ce que tu ne peux pas faire en bourse. Ça, c'est la contrainte de la bourse. Euh, exactement.
Donc, encore une fois, moi, j'ai pas pu aussi faire d'immobilier parce que j'avais aucune capacité d'emprunt. Et Ouais, d'ailleurs, j'en ai toujours pas parce que la contrepartie en France, c'est quand tu es rentier, ben, par rapport aux banques, tu n'existes pas, ils croient pas ce que tu fais, etc. Pour la petite histoire, ma fille a fait des études et elle a besoin d'un emprunt pour faire ses études et il me demandait en caution. Et je suis allé voir le banquier, j'ai expliqué comment je vivais. Le mec, il me dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, j'ai pas pu être. Il m'a dit non, je peux pas vous prendre comme caution. Je ne crois pas quelqu'un qui vit de la bourse. Et où il me dit c'est trop risqué, etc. Et donc, en fait, ça a été mes parents qui ont été caution de ma fille. Donc, d'accord. à 40 ans, tu vois, tu vois bon, voilà, donc il faut savoir ça. L'immobilier a l'avantage de pouvoir prendre l'argent, investir avec l'argent des autres, ce que ne peut pas faire la bourse. Mais encore une fois, la bourse, c'est très intéressant parce que ça permet, c'est pas risqué. Encore une fois, quand on a une vision long terme, D'accord. euh, et en même temps, eh bien, ça permet, comme tu dis, de générer des revenus en un clic, quoi. C'est-à-dire que moi, cette année, il y a eu des soucis avec les dividendes d'actions françaises. En 2 mois, j'ai rebasculé une partie de mon portefeuille sur les États-Unis. Et là, je suis encore en train de le faire encore plus. Donc, ça veut dire que on a accès, en France, on a accès à 400 sociétés, aux États-Unis à 4000. Donc, tu vois l'horizon, etc. Il y a une boîte qui travaillent mal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont en difficulté, etc., bah, tu la changes et tu prends. Et tu as toujours des alternatives en un clic de souris. En plus, il y a la fiscalité qui est quand même relativement simple par rapport à l'immobilier. Tu sais avant que tu investisses exactement comment tu vas avoir, etc. Donc, tout ça, ça se prend en compte, ça se modélise et c'est très, très facile. Et moi, j'aime bien, quoi. Voilà, Bah, j'adore t'as, cette simplicité. t'as tout dit, hein. T'as tout dit. C'est beau. Enfin, la fiscalité déjà, c'est beaucoup plus simple à comprendre. L'immobilier, enfin, on peut comprendre, mais il y a plusieurs statuts, plusieurs façons de faire. Il y a plusieurs, voilà, selon combien on gagne par rapport à nos montants, on va passer dans tel ou, enfin, voilà, c'est beaucoup plus complexe. À comprendre que la bourse. Maintenant, moi, je le vois comme un bon vecteur au départ, effectivement, d'avoir, par exemple, tu as des biens en détention. Moi, c'est mon optique. J'ai des biens en détention. Je les garde pendant 5 6 ans. Je rembourse du capital. Donc ça, c'est comme si j'épargnais techniquement. Le bien va prendre de la valeur également parce que je vais le détenir sur du long terme. Et ce capital-là, bah, il va être placé en bourse pour faire encore plus grossir mes dividendes. Juste pour en revenir, donc tu disais que du coup, tu as eu des coupures de dividendes par rapport à la crise liée au Covid, etc., française. Euh, du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Déjà, est-ce que tu n'es pas en panique? Parce que je sais pas quelle partie tu avais de ton portefeuille qui était en France. Et du coup, le fait que quand tu bascules, parce que même si tu bascules sur des actions américaines, elles vont peut-être pas te payer les dividendes tout de suite. Donc, comment ça s'est passé, cette transition? Oui, alors juste avant pour revenir sur ton point que tu as évoqué sur la fiscalité, il faut quand même aussi savoir un truc, c'est que bon, en France, l'État a plus un rond, ça tout le monde le sait. Donc là, il est en dette maximale, etc. Euh, un des moyens pour l'État de prendre de plus en plus de fric, c'est quand même l'immobilier, parce que l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui est pas flexible en fait. Les gens ont un truc, donc globalement, c'est là-dessus que je pense qu'à l'avenir, l'État va accélérer, accentuer sa fiscalité. Donc voilà, ça c'est un point à prendre en Ouais, compte. Premièrement. Alors, par rapport à ce que tu viens de me poser comme question sur, alors en fait, au départ, enfin en début d'année 2020, j'étais à 85% investi dans le PEA, donc essentiellement en France. d'accord. Et maintenant, je suis en train de passer l'inverse, plutôt 75% aux États-Unis et 25% dans le PEA. Alors, par rapport à ce que tu dis, les sociétés vont pas verser des dividendes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'un gros avantage aussi aux États-Unis, c'est que tu as un versement des dividendes tous les trimestres. Alors qu'en D'accord. France, une fois par an. Donc, ça, c'est très intéressant parce que, en fait, tu arrives à voir rapidement si les sociétés continuent à verser leurs dividendes ou pas. En plus, elles communiquent là-dessus, etc., de manière très claire. Donc, moi, quand la bourse s'est cassée la figure de 40% là, en, en mars-avril, la première chose que j'ai faite, c'est de ne rien faire. Ça, c'est très important. C'est quelque chose que je conseille de manière générale, ne rien faire. En fait, moins on en fait sur la bourse de manière générale, plus on gagne. Mais
Alors que voilà, les traders, ils perdent à 95%, ils perdent de l'argent. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, donc après, je me suis posé, j'ai eu peur, hein, je te cache pas, hein. J'ai vraiment eu très peur. Je me suis dit, mais alors après, j'avais quand même fait mes backtests avant sur ce qui s'était passé en 2008, etc. Il n'y avait pas eu cette hémorragie en France de dividendes en 2008. Là, il y a eu ça. Donc, j'ai regardé. Rapidement, en fait, j'ai vu les sociétés américaines qui maintenaient leurs dividendes, voire qu'ils augmentaient. Il faut quand même voir qu'aux États-Unis, il y a encore des sociétés qui ont augmenté de 5, 10, 15, 20% leurs dividendes cette année, malgré la crise, quoi. Donc rapidement, en 2, 3 mois, j'avais une vision des boîtes qui tenaient bien la route, quoi. Et comme tu dis, de toute façon, c'est toujours les mêmes, hein. Il y a beaucoup de grosses boîtes comme Procter et Gamble, etc. Donc, elles ont continué à augmenter leurs dividendes. Donc, en fait, ce qui m'a permis, au bout de 2, 3 mois, d'avoir une visibilité sur les dividendes américains et d'investir, de retourner, d'investir plus à partir de juillet et puis à partir de juillet, de recevoir des dividendes. Alors, le juillet, j'en ai reçu pas mal de dividendes sur l'année parce que c'est trimestriel. Donc, voilà. Et en plus, avec des rendements beaucoup plus élevés parce que ça, c'est le gros avantage de la baisse de la bourse, c'est qu'en fait, dans ces cas-là, eh bien, comme le cours baisse, quand le dividende reste au même niveau, les rendements augmentent. Donc, en fait, j'ai profité. Il faut voir aussi qu'on peut profiter de ces moments de baisse. C'est vraiment des opportunités intéressantes. Et là, j'ai des performances sur mes actions, certaines actions qui sont incroyables, quoi. Mais voilà. Mais je n'empêche que cette année, j'ai globalement eu une performance négative. Bon, voilà, ça fait partie du truc. Aussi, l'intérêt de la méthode, c'est qu'en fait, je me concentre sur les revenus et pas sur la performance. C'est ça, parce que on fixe beaucoup le fait qu'on perde ou on gagne de l'argent en bourse sur le fait que l'action monte ou descende. Mais ça, en fait, c'est cyclique. Tu peux regarder un jour, tu es à plus 5, le lendemain, t'as une crise, tu te prends moins 40. Ça, c'est cyclique. En vérité, enfin, on s'en fout. Il faut se prémunir. Moi, je pense que pour se prémunir de tout ça, il faut. Moi, ce que je conseille aux gens qui veulent se lancer, avant de se lancer, c'est d'avoir une épargne de précaution, d'avoir peut-être entre 6 mois, 1 an de charges qui sont sur un livret A, sur un LDD, peu importe. Et une fois qu'on a ça, le reste de l'épargne, ben, on peut l'épargner tranquillement en bourse. Parce que dans tous les cas, s'il se passe quoi que ce soit, on a cette épargne de précaution-là qui est là pendant 1 an et on n'est pas obligé de toucher la bourse, bah justement, bah, quand la bourse est en baisse, etc. Donc, c'est ce qu'il faut, il faut vraiment se prévenir. Juste pour préciser, donc, parce que là, on l'a pas dit, mais toi, ta stratégie, elle est assez simple. Tu investis dans des sociétés et tu touches des dividendes. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Oui, oui, c'est aussi simple que ça. Mais alors après, il y a des milliers de La sociétés qui. stratégie, je parle. Moi, non, enfin, moi, globalement, je cherche un revenu. À la fin de l'année, je regarde combien j'ai eu de dividendes. C'est tout ce que je cherche. Si j'ai baissé, comme cette année, ok, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir eu les revenus. Mais il y a d'autres années où j'ai bien augmenté, tu vois. En 2016, j'ai fait plus 40%. Mais c'est pas mon sujet, en fait. C'est pas ma priorité. Alors, en plus, ce que je sais, c'est qu'au final, sur le long terme, j'aurai une valorisation de mon portefeuille. Donc, c'est l'effet qui se coule, quoi. Tu as des revenus et en même temps, tu as une Ça. valorisation de ton portefeuille. Mais par contre, ce n'est pas mon axe de réflexion ou de dire est-ce que l'action va monter ou pas. Voilà, quand j'ai réinvesti aux États-Unis dans des actions avec des bons rendements, je me posais la question. Après, je savais que c'était des bonnes actions, mais je me posais plutôt la question de savoir si ça me permettait d'augmenter mes revenus ou de satisfaire mes revenus. Donc, et en plus, par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment, moi, j'ai pas forcément de soucis par rapport à ça parce que je sais que sur le long terme, de toute façon, je serai gagnant et qu'il n'y a pas de risque. Mais effectivement, il faut pas regarder son portefeuille. Moi, je regarde jamais mon portefeuille. Si je le regarde une fois par mois quand je fais mes comptes, comme j'ai reçu en dividende. Tout. D'accord. Je sais pas, je suis incapable de te dire aujourd'hui si j'ai gagné, j'ai perdu, c'est rien. Ça m'intéresse pas d'ailleurs. Par contre, je vais regarder si les sociétés que je suis, elles vont continuer à verser leurs dividendes ou pas. Bah, ça, de toute façon, il faut éviter de regarder, d'aller tous les jours, de regarder et tout, parce que c'est là où justement tu vas prendre des mauvaises décisions, quoi. Si ça commence à se casser là. Sauf si tu fais du trading, hein. Mais bon, après, moi, je fais pas de trading. Ouais. Non, mais c'était pour bien préciser que bah déjà ça fait pas c'est pas pour quelqu'un qui veut se lancer, ça va pas lui constituer un autre travail, il va pas passer des heures dessus. Voilà. La partie la plus importante, c'est la sélection.
et par la suite, après, confirmer qu'elle verse bien des dividendes. Si elle verse plus de dividendes, on bascule sur une autre société qui en verse. Et puis voilà, Oui, alors après, oui, comme tu dis, tu as tout à fait raison. Le plus gros travail, en fait, il est de bien déterminer son plan d'investissement. Donc, qu'est-ce que j'appelle par plan d'investissement? Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je veux un revenu en croissance. Ça, c'est un premier point. Mais tout le monde ne veut pas ça. Il y a des gens qui veulent des plus-values, des machins, etc. OK. Donc, voilà. Quand acheter, quand vendre et quelle action choisir. Donc, moi, avec mes étudiants, je donne une sélection d'actions qui sont sûres. Voilà. Et j'ai d'accord. plusieurs critères qui me permettent de penser ça, etc. Alors, c'est une sélection assez réduite, hein, puisqu'on est à 90 actions. Mais voilà, donc une fois qu'on a ça, eh bien, comme tu dis, moi, je conseille de s'en occuper pas plus que 5 minutes par mois. Voilà. Et même, il faut s'en occuper 5 minutes par mois, pas plus. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas regarder. Il y a tellement d'exemples de boîtes, ça baisse, puis en fait, un jour ou l'autre, tu ne sais pas pourquoi, ça remonte. Voilà, il faut surtout pas, mais il faut surtout pas s'en occuper. Mais par contre, il faut, dans ma méthode, se concentrer sur son plan et en particulier, qu'est-ce qu'on veut si on a une vision comme moi de Ouais. rente, de revenu, eh bien, c'est le seul sujet qui est important. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça que j'aide certains de mes étudiants sur le choix des actions. Mais voilà, c'est un plan bien précis. Après, j'ai jamais dit que c'était le meilleur. Tu vois, je dis pas il faut faire uniquement ça. Il y a Ouais. des gens qui me disent ah non, moi je veux faire des plus-values. Très bien. Moi, je sais pas faire de manière sûre. Voilà. Alors que je sais faire des revenus de manière sûre. Oui, c'est clair. D'ailleurs, bah, du coup, comment tu choisis une action? Pour toi, qui est une bonne action et qu'est-ce qui est une mauvaise action? Alors, globalement, une bonne action à dividende, c'est une action qui a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle a une pérennité du dividende, c'est-à-dire que je suis sûr que quand j'investis dans cette action, à moyen terme, en tout cas, dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, j'ai pas de souci, c'est-à-dire que je sais qu'elle va verser des dividendes. Donc ça, D'accord. c'est mon premier point. Et le deuxième point, c'est que je vais chercher à un autre niveau des actions qui, en plus d'être sûres, ont des dividendes croissants pour augmenter D'accord. mes revenus. Ok, d'accord. Ok. Ouais, parce que moi, je me concentre beaucoup sur les. Moi, je suis parti du principe de me dire, voilà, bah, les meilleures sociétés. Après, il faut faire une analyse un peu plus approfondie, mais c'est des sociétés qui versent un dividende croissant depuis plusieurs années. Donc, on pense aux dividendes aristocrates, les dividendes King, je crois, ça s'appelle, celles qui versent depuis plus de 50 ans. Bah, moi, je me suis dit, toutes ces sociétés qui versent un dividende depuis plus de 50 ans, je vais analyser que celles-là. Et c'est dans celles-là que je vais investir. Et bah, quand on regarde, bah, bien évidemment, ça enlève toutes les françaises, hein, quasiment. Et on se rend compte que bah, la partie importante du marché est aux États-Unis. Et c'est ça que à un moment, quand je t'ai suivi au départ, j'ai vu que tu avais beaucoup, beaucoup d'actions françaises. Et ça allait à l'encontre de ce que les trois quarts des gens disaient qu'il faut des actions américaines, des actions américaines. Et moi, pareil, donc j'ai suivi un peu ce truc-là parce il y a la carotte du PEA en me disant, voilà, je vais tout mettre sur le PEA, etc. Et après, une fois que j'ai fait ça, j'irai sur le compte titre aux États-Unis. Et au final, je me dis, mais non, en fait, ça sert à rien de faire ça. Va directement investir dans les meilleures sociétés bah, qui se trouvent aux États-Unis, quoi. Donc, Oui, ce que je suis en train de tout faire. à fait. Alors, moi, effectivement, au départ, un des gros intérêts que j'avais à investir en France, c'était la fiscalité du PEA, donc qui est très intéressante, qui est même plus intéressante que ce que tout le monde pense, puisque je sais pas, la plupart des gens pensent que c'est à 17,2, mais en fait, c'est beaucoup moins que ça. Mais la contrepartie, c'est que tu as des actions moins intéressantes quoi, en termes de pérennité et d'augmentation du dividende. Et alors en plus, cette année, en fait, tu vois des actions comme LVMH, par exemple, qui était une belle action à croissance de dividendes, elle a baissé ses dividendes. Donc, et ça, c'est vraiment un changement de paradigme cette année qui m'a fait vraiment prendre conscience que globalement, en France,
on est dans un capitalisme interventionniste étatique, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'État qui décide un petit peu. Là, il a dit, bah, vous versez pas de dividendes. Bah bon, pourquoi? Il y a des sociétés qui gagnaient beaucoup d'argent, qui gagnaient bien d'argent, comme Orange par exemple. Et ben, le ministre a dit, bah non, c'est pas bien les dividendes, donc vous n'en versez pas. Ouais, mais bon. Donc, c'est l'État qui décide aujourd'hui, quelque part, hein. Quand tu vois aussi l'histoire de Carrefour, bon, c'est hallucinant, quoi. Tout ça pour dire que oui, effectivement, aux États-Unis, il n'y a pas cet interventionnisme. Bien au contraire, ce qui est marrant, c'est qu'aux États-Unis, moi, je lisais les communiqués de presse des sociétés au mois de avril-mai, les boîtes, elles disaient, bah, écoutez, bon, ça va être dur pour nous cette année, mais on sait que nos actionnaires comptent sur nous pour leur permettre de vivre, s'enrichir, donc on va vous continuer pour des raisons sociales à vous verser des dividendes. Tu vois, c'est exactement le discours en France, en face de la France. En France, c'est des salauds ceux qui versent des dividendes. Aux États-Unis, mais continuez à verser des dividendes parce que ça permet aux Américains de mieux vivre. Bah, de toute manière, c'est la différence entre la France et les États-Unis, avec la France où l'argent c'est tabou, où en gagner trop c'est pas bien, aux États-Unis où c'est quelque chose de normal en fait de gagner de l'argent. Tu peux avoir quelqu'un de très pauvre qui peut être, enfin voir quelqu'un est très riche et être fasciné, alors que en France tu vas pouvoir avoir ce côté un peu de jalousie, etc. Bon, après je sais pas si c'est de la jalousie, là, on rentre un peu dans d'autres sujets, mais voilà, c'est cette différence-là qu'il y a. Et moi, c'est ce qui fait de me dire que je vais prendre quelques sociétés françaises, mais le gros de mes actions seront aux États-Unis. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire la bascule. Mais ouais, je pense qu'il n'y a pas mieux que les sociétés américaines. Oui, non, mais tu as raison. Après, tu vois, tu parlais des dividendes aristocrates, dividendes quais, etc. Il faut quand même savoir que chaque année, il y en a qui sortent de l'indice. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des sociétés. Donc, c'est ça qu'il faut quand même vérifier. C'est-à-dire que Bien- tu peux pas dire je prends que toutes les actions non, bien dans sûr. et Malgré qu'il y ait ces sociétés-là, moi après je fais une analyse de voir la rentabilité, de voir le produit en lui-même en fait. Si c'est un seul produit, si si l'entreprise elle a que un ou deux produits, je vais éviter. J'aime bien voilà que l'entreprise soit diversifiée. J'aime bien comprendre ce qu'elle fait. Moi j'investis pas dans un truc que je comprends pas. Enfin, c'est comme si on achetait un bien immobilier dans, je sais pas, on achète quelque chose pour faire de la division de faire de la promotion alors qu'on n'en a jamais fait, mais je le ferai pas parce que je connais pas encore. Donc voilà, moi j'investis vraiment dans des sociétés que je connais, que je comprends. C'est pour ça que je t'ai parlé de Coca. J'ai des actions dans Coca. Alors c'est peut-être pas les meilleurs rendements, c'est peut-être pas les meilleurs, mais dans un truc vraiment passif de sécurité. Et moi je préfère investir dans ce type de société. Et après quelques-unes aller un peu plus à risque, notamment tout ce qui est les foncières. les rates, les Ouais, rates, ça s'appelle. les rates, voilà, c'est ça, je cherchais le terme. J'en ai investi dans une, mais effectivement, c'est un peu risqué en ce moment parce que avec tout ce qui se passait, etc. Mais bon, voilà. Mais je sais que Non, mais quand ça va reprendre, ça va le faire, quoi. oui, non, mais tu as tout à fait raison. D'autant plus qu'il faut pas voir. Alors, d'autant plus qu'aux États-Unis, tu parlais des actions qui versent des dividendes en croissance depuis très longtemps. Il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, il y a des sociétés qui versent des dividendes en croissance depuis plus d'un siècle. Oui. Plus d'un siècle. Donc là, ces boîtes-là, je veux dire, elles ont vécu tout, hein. Elles ont vécu deux guerres mondiales, la crise du pétrole, etc., l'inflation. Enfin, les boîtes, c'est juste voilà, des boîtes qui tiennent la route, quel que soit l'environnement, quels que soient les problèmes, etc. Parce que les problèmes, toute la journée à la télé, on nous explique que c'est la fin du monde, hein. Donc voilà, donc il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, il y a quand même des sociétés extraordinaires au point de vue des dividendes. Alors, l'autre point aussi que je voudrais évoquer, parce que toi, tu parles de Coca, les gens ont souvent l'impression que investir dans des actions à dividendes, c'est du Coca, du Total, des trucs un peu vieux schnock, tu vois. Mais il y a aussi des très belles actions technologiques à dividendes. Donc, c'est pas l'opposé, en fait. C'est pas l'un ou l'autre. Oui. Par exemple, tu as une action comme Microsoft, par exemple, qui est une belle action à dividende depuis très longtemps. Dans les rates, tu as des belles actions
Il y a de l'immobilier physique, mais tu as aussi de l'immobilier technologique. Donc, il y a des belles actions à dividendes avec des parcours boursiers qui s'apparentent à celles de GAFA, quoi. Donc c'est pas, voilà, c'est aussi ça l'intérêt de l'investissement dans les dividendes, c'est que tu as aussi le choix et c'est pas que des hauts rendements, c'est pas que des trucs un peu has-been, tu as Oui. vraiment des choix d'actions technologiques intéressantes, quoi. Après, ce que je veux dire par enfin, moi, je privilégie pas trop les actions technologiques dans le sens où, pour l'instant, elles sont dans une phase, c'est des entreprises nouvelles, on peut dire. Elles ont pas le passé de certaines grosses boîtes. Elles sont dans une phase, pour l'instant, de réinvestissement, en fait. Et dans quelques années, quand certaines de ces entreprises-là vont se stabiliser ou vont moins mettre d'investissement, enfin, il y aura des meilleurs rendements, il y aura des meilleurs rendements, tu vois. Donc, c'est aussi ça que je veux dire par là, c'est que moi, je préfère pour l'instant investir dans des sociétés simples. Ça élimine un peu tout ce qui est technologie dans un premier temps. Mais par la suite, oui, ça sera très intéressant. Après, c'est un secteur, moi, je te le dis, et pourtant je travaille dedans, etc., mais qui évolue tellement vite. C'est-à-dire qu'un Facebook, aujourd'hui, bah, le lendemain, il peut être dépassé. Tu vois, il y a cette crainte-là aussi, tu vois. Oui, mais la technologie, c'est pas que Facebook, c'est pas que des éditeurs de logiciels. Bien sûr. La technologie, par exemple, dans les rates, je sais pas, deux, trois, qui sont dans, par exemple, les data centers. Donc, eux, ils profitent de la numérisation, la digitalisation du monde. Euh, donc, en fait, ils louent des data centers à des gens comme Amazon, à des gens comme Microsoft, etc. Donc, ces gens-là, ils profitent de ce qu'on appelle la croissance de l'économie numérique, tout en étant dans l'immobilier et en même temps dans les dividendes. D'accord. Donc, voilà, donc c'est pas quand on pense GAFA, quand on pense techno, on pense Amazon, Facebook, tout ça, mais il n'y a pas que ça. Bien Il y sûr. a aussi Microsoft, par exemple, qui est aussi éditeur de logiciels, etc. Microsoft, il faut savoir quand même que voilà, ils existent depuis très longtemps, même dans les années 80, c'était la techno, etc. Et ils tiennent le coup. Donc voilà, donc je dis ça comme ça, hein, mais Non, il ne non, faut bien pas, sûr. faut pas croire qu'investir dans les dividendes, c'est que investir dans des trucs un peu pépères ou old economy. Ça peut être aussi investir, et d'ailleurs c'est ce que je conseille à mes étudiants, de regarder ces autres aspects, parce qu'en fait, il y a quand même des niveaux de croissance des revenus, hein, que, comme tu disais, des bénéfices des sociétés qui sont intéressantes tout en ayant des dividendes. Après, moi, j'y vais plus parce que je suis dans une phase où j'apprends, tu vois. Et je pense que en apprentissage, c'est bien d'aller déjà sur des valeurs sûres, euh, où certes, il n'y aura pas des gros rendements, où l'action, elle va jamais monter ni descendre, ça va toujours rester, entre guillemets, à peu près pareil, pour commencer à mettre les pieds et effectivement, après, monter en régime, comprendre un peu comment ça fonctionne et aller sur des actions à plus fort dividendes, à plus fort rendement, etc. Donc, c'est vraiment une étape que je souhaite mettre en place, mais par la suite, je sais qu'il y a plein d'autres sociétés qui sont très intéressantes. Tu vois, par exemple, il y a quelques mois, investir dans l'immobilier, les rates, etc. Je trouvais ça compliqué. Au final, je sais pas pourquoi, mais tu sais, c'est qu'une question mentale en fait, hein. C'est juste ça, hein. C'est la plupart du temps, c'est ça. On va bientôt terminer cette interview. C'était très intéressant. On va faire quand même un point parce que je sais que t'en as parlé pas mal dans cette interview que tu accompagnes des élèves pour entre guillemets un peu faire ce que tu sais faire et donc tu as dans la vie de ton blog, ta chaîne YouTube, tu as accompagné combien d'élèves? Enfin, je sais pas si c'est un truc que tu peux pas dire mais combien d'élèves t'accompagnent et pour se lancer et c'est quoi tes plus belles réussites parmi tes élèves? Alors effectivement, j'ai une formation star, si je puis dire. Enfin, ma formation la principale s'appelle Formation devenir rentier grâce à la bourse. Je mettrai le lien dans la description d'ailleurs pour les gens Voilà. intéressés. J'ai accompagné plus de 100 élèves sur le sujet aujourd'hui. C'est vrai qu'elle marche pas mal parce qu'en fait, voilà, je livre tous mes secrets, toutes les erreurs que j'ai faites et surtout le plan d'investissement, les actions que je conseille. Parce que c'est vraiment quelque chose où je suis les actions
que je conseille dans cette formation. Et D'accord. donc, elles sont mises à jour régulièrement. Non, les plus grands succès, bah, en fait, c'est des gens pour lesquels je ne m'attendais pas du tout à apporter de la valeur. C'est par exemple un banquier, un banquier qui m'a dit bah, moi, j'ai investi en bourse pendant des années. Avant, je perdais de l'argent et maintenant, j'ai compris, voilà, j'ai compris plein de choses. Donc, un banquier, tu vois, un truc comme ça. Et puis aussi, par exemple, des gens qui sont complètement débutants. Donc, D'accord. vraiment, la formation permet de passer à l'action et d'avoir tous les éléments dès le départ. Et puis aussi, par exemple, des traders. Donc, ils me disent, bah, écoute, j'en ai marre. Enfin, en fait, le trading, c'est très bien. Enfin, c'est bien. On ne gagne pas beaucoup, finalement, au final, et on passe un temps de dingue. Donc, Ça. des gens qui ont décidé de passer à autre chose, de prendre plus de temps pour eux, de profiter et d'aller sur une méthode bon père de famille, si je puis dire, et beaucoup plus simple, parce que clairement, le trading, ça épuise, quoi. Donc, voilà. Mais même du trading, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est une routine 30 minutes par jour. Mais moi, je suis incapable d'être sûr d'être 30 minutes par jour tout le temps, tous les jours sur mon ordinateur, enfin, sur les écrans, etc., et prendre une décision. Moi, je suis incapable de faire ça. Ok, super. Bah, du coup, je vais mettre le lien de ta chaîne YouTube, de ton blog et de la formation. Et j'ai une dernière question. Euh, Quelqu'un qui va regarder cette vidéo et qui se dit, OK, moi, pour devenir libre financièrement, bon, parce que après, bon, libre financièrement, après, tu vas faire d'autres choses, hein, tu vas pas t'arrêter. Enfin, pour devenir rentier, libre financièrement, peu importe. Combien il faut placer en bourse pour pouvoir en vivre? Quand je dis en vivre, c'est aller gagner 2 000 € par exemple. Combien il faudrait placer en bourse? Alors, en fait, 2 000 euros par mois, oui. Alors, en fait, ça dépend de plusieurs choses. Alors, premièrement, ça prend du temps. Donc, ça ne sera pas demain. Bien sûr. D'accord? Même mon exemple, il est typique. C'est-à-dire que je n'ai pas été rentier le jour au lendemain. Moi, ce que je conseille, c'est clairement d'avoir un minimum de 10 000 € pour commencer. D'accord? Sachant que 10 000 euros, eh bien, ça prendra beaucoup de temps, plus de 10 ans, pour avoir même un niveau de revenu de 2 000 € par mois, quoi. Mais voilà, donc ça dépend de plusieurs choses, du montant investi au départ, de l'apport aussi que tu peux faire mensuellement, parce que ça, c'est un effet très important, ce qu'on ne voit pas D'accord. forcément. C'est-à-dire que tu rajoutes même 100, 200 euros par mois sur du long terme, c'est énorme. Et puis, donc du temps. Et puis, troisièmement, ça dépendra aussi de la stratégie que tu utiliseras. Parce que, comme je t'ai un peu expliqué précédemment, dans les dividendes, tu peux avoir plutôt une stratégie avec des hauts rendements. Où là, ça prendra moins de temps, mais c'est un peu plus risqué. Et puis, tu as une stratégie un Ouais. peu comme toi, qui est plutôt des actions à rendement peut-être plus faible, moins risqué, mais qui prend plus de temps. Voilà, donc ça dépend un peu. Moi concrètement, le but de mes étudiants, c'est qu'ils soient totalement autonomes dans leur gestion et dans leur plan stratégique, en fait. C'est que à la fin, D'accord. d'ailleurs, ce sont les personnes qui posent moins de questions. Parce que je leur dis, voilà, vous avez plusieurs options, vous choisissez et vous savez ce que vous allez obtenir. D'accord. Mais je parle vraiment en termes de capital global. Par exemple, toi, tu dis que tu as mis 300 000 euros. Je ne sais pas si après, je suppose qu'après, tu as continué à Non, non, ajouter. non, j'ai pas d'argent, moi, j'ai plus d'argent. Donc, ton capital de départ, c'est ce qui t'a permis de vivre actuellement jusqu'à maintenant. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais j'aimerais bien en remettre. J'aimerais bien en remettre, mais comme j'ai mis tout, et puis j'ai pas d'épargne, etc. Bon, j'ai une petite, comme tu dis, j'ai une petite épargne de précaution que j'ai investie d'ailleurs chez Warren Buffett. J'avais fait une vidéo là-dessus, mais j'ai pas grand-chose, quoi. Donc non, non, moi j'ai pas rajouté. Par contre, c'est vrai que on peut compenser le capital plus faible par justement des apports mensuels. D'accord. Mais en globalité, tu dis que sans avoir des actions à risque, enfin des actions avec pas à risque, mais un rendement super plus intéressant, avec 400, 500 000, entre 300 et 400, 450 000 euros, tu peux devenir libre financièrement. Moi, pour me donner mon exemple, moi, j'ai commencé avec 300 000 € et j'ai aujourd'hui 3 300 € par mois. Voilà.
Donc, si tu as 100 000 euros, tu peux viser 1 000 euros voilà, dans la même période de temps que les miens. D'accord. Ok. Non, c'est intéressant parce que ça permet de relativiser parce qu'on pense à tort que il faut des gros montants pour pouvoir ne serait-ce qu'en vivre, quoi. Oui, et puis ce que je peux dire, c'est que, tu vois, moi, c'est 300 000 euros placés, c'est 3 300 € par mois, mais toute ma vie. Hmm. Donc, c'est 40 000 euros par an, c'est 80 000 euros en 2 ans, c'est 120 000 euros en 3 ans. Voilà, c'est ça, c'est un truc que tu l'as tout le temps. C'est-à-dire que ça ne va pas baisser, ça va pas. C'est un truc, en fait, en quelques années, tu as remboursé en revenu ce que tu as placé, en fait. Ouais, ouais. C'est ça qui est fou. Ouais, Plus, oui, c'est ça. après, je pense que ce qui a fait que parce que là, les gens vont se demander, mais si ton capital est resté, comment ça se fait que tes dividendes ont augmenté? Mais c'est justement, je pense que comme tu as eu des plus-values avec les actions, tu as pu placer sur d'autres choses, etc. Euh, Non, mais les revenus augmentent parce que justement, tu choisis des actions qui ont des croissances de dividendes en particulier. oui, oui, c'est vrai. Déjà, rien que ça. Effectivement, ce que tu as investi à telle date, qui croit, bah, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Donc, après, c'est justement là tout l'art. Et c'est tout le plan de stratégique, ou en tout cas le plan d'investissement qu'il faut déterminer au départ, parce qu'on peut avoir une bonne visibilité de combien tu vas avoir dans combien de temps. En fait, dans ma formation, j'ai un calculateur de rente qui te permet de te dire, bah voilà, si tu as choisi telle option ou telle stratégie, tu vas avoir tant de revenus qui vont augmenter dans tant d'années, quoi. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est en permanence, en fait, les revenus. C'est ça qui est dingue. C'est qu'on n'imagine pas, tu vois, c'est pas comme un métier. Hein. Tu as un patron, bah, quand il te vire, tu n'as plus de salaire, quoi. Voilà. Là, personne. Voilà. Ouais, Et puis en même temps, je peux le transmettre à mes enfants, etc. ouais, ça c'est. D'ailleurs, j'ai une petite histoire comme ça. Après, il faut former ses enfants parce que ça peut être justement une patate chaude. Parce que c'est un couple d'amis qui arrête pas de me rappeler ça parce que là, moi, je leur dis que je vais me focus sur la bourse, etc. Et ils me disaient que, alors, ils sont très conscients que c'est intéressant, etc. Mais ils se disent que bah mal formé, tu peux prendre des risques parce que, enfin, prendre des risques, non. Parce qu'en fait, la personne, elle a hérité quel dommage, hein, j'aurais rêvé d'hériter de tout ça, de plus de 400 000 euros d'actions. Et en fait, ça le stressait. Vu qu'il ne connaissait pas, il regardait tous les jours et il voyait les fluctuations. Et bah, forcément, sur un capital de 400 000 euros, bah, un jour, tu te retrouves avec 400 000, le lendemain, tu as perdu 20 000. Enfin, je dis n'importe quoi, mais ça peut faire peur. Et il a tout revendu, en fait. Sans savoir que bah, là, son père lui avait donné une rente et toute sa vie, il avait plus besoin de travailler, s'il Ah oui, voulait. ah oui. Mais moi, j'entends souvent des histoires comme ça, les gens qui ont un gros capital tout d'un coup, en particulier par héritage ou par vente d'appartement ou de choses comme ça. Mais les gens, ils ne savent pas quoi en faire. Parce qu'ils vont mettre en assurance vie, tu ne gagnes que dalle. Le banquier va lui dire, va mettre en assurance vie, hein, c'est bien. Résultat, il finance le déficit français, il gagne que dalle, ils Ouais. risquent de ne plus avoir leur rond. Et alors qu'en fait, ils pourraient vivre sans problème avec 400 000 euros, oui, tu as 2 000 euros par mois, quoi. Voilà, et puis toute ta vie. Et puis après, à tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc. Ah ben, oui, c'est. Alors c'est vrai que c'est là où on a tout de suite envie d'avoir les 2 000 euros par mois, mais ben voilà, attendons un peu et puis faisons les choses dans le temps. Et vraiment, après, c'est. Et en plus, ce qu'on ne voit pas, c'est que l'esprit humain ne comprend pas l'exponentialité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais. qu'on comprend croissance, mais on comprend pas l'exponentialité, pardon, Pas facile qui à est, dire. voilà, qui est la puissance des intérêts composés. Je crois que c'est en fait extrêmement difficile à imaginer. Mais c'est comme ça que Warren Buffett est devenu le quatrième homme le plus riche du monde. Hein. C'est juste les Ouais, intérêts mais composés. il a commencé très tôt. On voit la courbe, hein. Il a commencé très tôt et la courbe a fait tac, tac, tac pour arriver à un milliardaire. Oui, oui, mais dans les années 90, il n'était même pas dans les tops, mais juste par le principe des intérêts composés, bah, ça explose, quoi. Ouais. Et, et donc, c'est cette vision-là que je donne, que je montre,
que j'explique et qui permet en fait d'anticiper, de bien voir ce qu'on peut gagner. Et encore une fois, je trouve ça une méthode. En fait, moi, elle m'a changé ma vie. Voilà, c'est aussi ça pour ça que je vais la partager. C'est que cette méthode a changé ma vie parce qu'elle me permet de vivre alors que j'aurais clairement, voilà, je ne saurais pas comment j'aurais vécu sans ça, quoi. Bah, moi, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Pour rien te cacher, je mets tous les mois de l'argent et donc j'ai une société et l'objectif, c'est de revendre cette société-là, placer le capital et après de faire ce que j'aime en fait, de plus avoir de contraintes financières dans le sens où je peux prendre le temps pour créer un projet sans me dire il faut que ça marche, il faut que je gagne tant, il faut plus de pression financière. Quand tu as plus de pression financière dans la vie, je pense que ça enlève beaucoup de soucis en termes de couple, en termes de plein de choses, en fait. On se rend pas compte, mais c'est une certitude. Donc, moi, c'est mon objectif. Et puis, bah, j'espère que d'ici un an, 2 ans, on fera une interview et je te dirai que c'est arrivé. On verra. Et Non, puis, mais toi, c'est génial parce que ben, moi, enfin, parce que tu es jeune. Voilà. Et moi, si j'avais su ça à ton époque, à ton âge, ma vie serait complètement différente. Non, oui, mais voilà. on se dit toujours ça. On se dit pourquoi je l'ai pas su avant. Oui, enfin, oui, enfin, non, je dis pas ça. Je dis clairement, quand tu es jeune, même si tu n'as pas beaucoup de capital, même si tu le fais petit à petit, vraiment, voilà, l'effet des multiplicateurs est énorme. Et plus tu t'y prends tôt, mieux c'est, quoi. C'est Et, clair. euh, et C'est je clair. suis très content, heureux de voir que peut-être ma chaîne a permis à certaines personnes jeunes de justement de comprendre tout ça Ah, parce que c'est clairement. les jeunes qui doivent. Et paradoxalement, la plupart de mes étudiants sont pas jeunes, mais c'est clairement les jeunes qui ont le plus intérêt et qui ont le plus intérêt à gagner, quoi. C'est juste hallucinant, quoi. Ouais. Euh, bravo à toi d'avoir. Non, bravo à toi et merci parce que tu m'as inspiré et je suis quasi sûr que je sais pas dans combien de temps, mais j'aurai une rente avec la bourse et ça va m'enlever les soucis que j'avais dans le sens où j'investissais en immobilier, sachant que c'est pas un truc que j'aime particulièrement. Enfin, j'aime bien la création du projet, mais j'aime pas la gestion au quotidien, j'aime pas l'administratif. Et je le faisais parce que je me dis, oh, c'est ce qu'il faut faire, on va gagner de l'argent, c'est super, c'est palpable, c'est ci, c'est ça, sans m'écouter moi et me dire qu'est-ce que j'aime. Moi, j'aime avoir des choses qui sont un peu passives, qui me prennent pas beaucoup de temps, mais où il y a derrière un truc exponentiel, comme tu l'as dit. Et la bourse, ça faisait sens, quoi. Donc, grâce à toi, à ton histoire, en fait, je me rappellerai toujours, je suis allé sur la page à propos de ton blog. Je crois que c'est là que tu en parles et t'expliques que j'ai revendu ma résidence principale et j'ai investi en bourse et maintenant, au bout de quelques années, bien sûr, faut préciser, je suis devenu libre financièrement. Et c'est là que tu réfléchis, je me dis, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Parce que quand tu regardes à la télé, on dit, voilà, on t'assomme de termes techniques, on dit c'est dangereux, faites attention. On te donne des exemples de personnes qui ont perdu de l'argent, etc., etc. Et là, voir quelque chose de positif, ça m'a aidé. Et puis, bah, on le verra d'ici quelques mois, années que ça va payer, j'espère. Puis voilà, quoi. Donc, merci à Non, mais toi. j'en suis certain. Et oui, et puis comme tu dis, oui, il y a aussi un point là-dessus, c'est que moi, je parle français, je parle pas. Enfin, tu vois, dans ma formation ou à mes étudiants, je me dis des trucs normaux, quoi. Je parle pas des termes techniques. Ouais. Quand je te dis risqué, je dis c'est pas risqué, mais je te parle pas de volatilité, de maximum down, etc. Enfin, les mecs, ils se branlent la nouille, hein. Sincèrement, mais il faut bien qu'ils se branlent la nouille parce qu'il faut bien qu'ils facturent des frais dans les Exactement. le FCP pour gagner de l'argent parce que ils ont l'air intelligents, mais en fait, il y a des études aussi qui ont été prouvées là-dessus que les financiers gagnent moins que le marché. Donc, ils sont moins bons. Donc, mais non, c'est hallucinant. C'est une industrie qui est payée des millions, qui vaut des milliards et qui n'apporte aucune valeur. Mais bon, Ah, ça, c'est un autre sujet. c'est fou, ça. C'est C'est fou. un autre sujet. Bon, merci beaucoup à toi. Merci, merci. Je mettrai le lien de ton blog, de ta chaîne, et également de ta formation, ta formation Merci. phare sur l'investissement en bourse. Un grand merci à toi et bah, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, je sais pas, on suivra d'ici un an ou 2 ans ton évolution, pourquoi pas, et tu reviendras sur la chaîne. Et puis pourquoi pas, moi, Ouais, je merci. viendrai sur ta chaîne plus tard Voilà, parler de, exactement. voilà, C'est ce que j'allais te poser.
On En tout cas, merci beaucoup à toi de m'avoir donné la parole et d'avoir pris ce temps pour ça. Et encore une fois, bravo pour tout ce que tu fais parce que c'est super et ça inspire, ça doit inspirer beaucoup Bah, de et voilà. merci beaucoup. Merci. Et bah, je te dis à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.